Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Chaleur et coupure d'électricité, quelle explication et quelle solution? C'est le thème du grand dialogue de ce soir et nous avons trois invités. Abdoulouahab Diakité de l'Association des consommateurs du Mali ASCOMA, Modibo Maoumakalou, docteur Modibo Maoumakalou, il est économiste, ancien conseiller aux affaires économiques à la présidence de la République du Mali, et Fili Sissoko, prévisionniste à Mali Météo. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. La première question à vous, M. Abdoulouahab Diakité, qui représentait l'Association des consommateurs. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de ces coupures d'électricité intempestives? Merci bien. L'analyse, en fait, c'est juste un mépris et un manque de vision de la part des autorités du Mali. Je le dis pourquoi? Parce que l'EDM avait une bonne pratique. Il s'agissait d'appeler les consommateurs pour leur expliquer les différents problèmes auxquels elle est confrontée. Et dans ce cadre, en 2017, nous avons rencontré la direction. Au cours de cette rencontre, tout ce que nous avons vu, analysé, c'est que l'EDM vendait à perte. Ils ont cessé la location de groupes électrogènes. Et troisièmement, c'était une augmentation tarifaire en ligne de mire. Suite à cette rencontre, nous avons adressé une lettre au Premier ministre, en tout cas pour lui proposer nos solutions. Bon, ce que nous avons compris, c'est que sans vision, sans investissement, on ne peut pas résoudre le problème de l'électricité. Donc, dans cette lettre, nous avons demandé au Premier ministre de faire une déclaration et d'organiser des assises autour même de l'électrification, de l'accès à l'électricité. Mais malheureusement, nos conseils n'ont pas été suivis. Et ce qui m'amène à dire que, je le dis très souvent, le caractère incomplaisant de l'économie ne va pas avec le caractère complaisant de la politique. Donc ce n'est pas à travers les discours pieux, populistes, qu'on peut effectivement résoudre le problème de l'électrification du Mali. Et je voudrais également dire aujourd'hui que souvent l'histoire se répète au Mali. Je vais parler sous le couvert de l'ancien conseiller à la présidence. C'est que c'est un 15 avril 1998 qu'on a signé les accords de Paris, et effectivement qui ont consacré la privatisation de l'EDM. Et après les accords, en tout cas, le problème de l'EDM ne fait que s'empirer. En tout cas, nous pensons qu'on ne peut pas parler d'augmentation tarifaire si les services sont de mauvaise qualité. Nous leur avons demandé de faire un audit organisationnel et financier de l'EDM également. Mais malheureusement, quand nous sommes en face des autorités qui ne veulent rien entendre et qui ont du mépris pour leur peuple, aucune proposition ne passe. Voilà où nous en sommes. Et d'ailleurs, bon, je dirais tout simplement que
Je n'avais pas la direction de l'EDM, parce que c'est une structure qui est là en train de mettre... On va y revenir aux responsabilités tout de suite. Je rappelle que nos tentatives pour compter un responsable de énergie du Mali ou du ministère de l'énergie sont restées vaines. Docteur Modibo Maoumakalou, est-ce que ces coupures sont normales, ces coupures d'électricité? D'abord, bonjour à vous et à tous ceux et à toutes celles qui nous regardent et qui nous écoutent. En fait, je pense que c'est un délestage partiel. Quand il y a déficit de production, on ne peut pas fournir l'électricité à tous les consommateurs, à tous les abonnés. Ça veut dire que ce que vous avez en votre possession, que vous avez produit, que vous transportez et que vous distribuez, vous ne pouvez pas servir tous les abonnés. Donc vous êtes obligé de servir certains abonnés au détriment d'autres et ensuite de faire une sorte de rotation. Et comme M. Diakité vient de le dire, en fait, quand il y a ce déficit de production, souvent on fait appel à de la production privée d'énergie. C'est-à-dire on loue des groupes électrogènes de grande puissance pour combler ce déficit de production. Et c'est le cas en ce moment, mais malheureusement, Énergie du Mali, qui est une société d'État à caractère industriel, public, industriel et commercial, traverse de grandes difficultés de trésorerie. De trésorerie, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas les financements nécessaires pour payer leurs fournisseurs, y compris ceux qui produisent de l'énergie pour eux, de payer les intrants comme le fuel, le DDO, les énergies fossiles qui rentrent dans la production des groupes thermiques qui sont en leur possession, et aussi les fournisseurs de matériel. Et donc, ce qui fait que ça leur pose énormément de problèmes et ils n'arrivent pas à entretenir non plus le réseau qui est vieillissant et qui date de très longtemps. Et comme vous le savez, en infrastructure, le réseau, même si vous ne l'utilisez pas, il se détériore. Donc vous êtes obligé d'avoir un budget pour l'entretien, les réparations, le renouvellement. Mais si vous n'arrivez même pas à avoir un budget d'exploitation convenable, à plus forte raison investir, donc vous avez un gros problème. Et si vous n'entretenez pas bien ce réseau aussi, vous avez l'énergie qui est produite et vous avez des grandes pertes. Donc ce que vous produisez n'arrive pas parce que ça se perd pendant la distribution, pendant le transport et la distribution. Donc voilà, grosso modo, les problèmes auxquels EDM est confronté, c'est surtout ces problèmes de trésorerie. D'accord. Et généralement, ces délestages interviennent en période de chaleur. Alors, Monsieur Fili Sissoko, qu'est-ce qui explique cette chaleur? Parce qu'on a l'impression au Mali qu'elle s'augmente d'année en année. Quelles sont les causes réelles? Merci. Et cette chaleur, elle est due à nous avons au niveau de Mali Météo, voilà. Donc nous avons des logiciels qui nous permettent de voir les conditions de circulation générale. Donc, et cette chaleur, il y a des conditions qu'on appelle la météo, les conditions El Niño. Donc c'est des conditions de température anormalement élevées au niveau du Pacifique. Voilà. Et c'est des conditions qui favorisent la chaleur sur les zones de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, et c'est cette condition que nous constatons actuellement et qui est à la base de la chaleur actuellement chez nous. D'accord, le phénomène El Niño. Beaucoup pensent aujourd'hui que c'est à cause de la pollution, des émissions de gaz à effet de serre, de façon générale, qu'on constate la chaleur. Mais qu'au niveau local également, il y a des activités humaines comme la déforestation, comme l'urbanisation accrue, qui seraient également la cause de cette chaleur. Est-ce le cas? On ne peut pas exclure cela. Voilà. Donc, puisque en météo, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu, donc, notamment la déforestation et la sécheresse, et puis les activités humaines. Et le rapport de GIEC récemment publié dit que les activités humaines contribuent
et contribue énormément au changement climatique. Voilà. Donc il y a un lien entre le changement climatique et la chaleur. Voilà, donc on ne peut pas expliquer tout cela avec le changement climatique, puisqu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Voilà. D'accord. Et je rappelle que le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors, docteur Modibo Maoumakalou, je reviens. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une solution à ces délestages? Parce qu'on a l'impression que d'année en année, il y a plus de coupures qu'on en voit. Vous savez, gérer, c'est prévoir. Énergie du Mali, en 2002, si vous prenez le taux d'électrification de notre pays, en 2002, nous étions à 8% de la population qui avait accès à l'électricité. En 2012, nous étions à environ 23%. Les derniers chiffres de la Banque mondiale, qui datent de 2016-2017, disent que nous sommes à 35% de la population qui a accès à l'électricité. C'est très faible parce que la moyenne au niveau de l'Afrique, au sud du Sahara, de toute l'Afrique même d'ailleurs, est de 43%. Mais vous avez déjà tous ces pays pratiquement de l'Afrique du Nord qui sont presque à 100%. Donc nous avons du chemin à faire. Mais vous devez aussi savoir que l'objectif 7 des objectifs de développement durable vise à garantir à tous l'accès aux services énergétiques à faible coût et de manière abordable et des services énergétiques fiables, modernes et à faible coût. Le défi de l'énergie et en l'occurrence de l'électricité est un défi majeur pour tous nos pays. Parce que d'abord, l'énergie joue sur l'alimentation et vous savez que 90% de l'agriculture des pays africains dépendent de la pluie pour l'agriculture, c'est de l'agriculture pluviale. La sécurité, l'alimentation en eau potable et puis la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, les petites et moyennes entreprises, les micro-entreprises. Et il est dit, quand vous avez ce genre de délestage, ça coûte plusieurs coûts de croissance à la croissance économique. Ça veut dire que la richesse nationale est affectée. Parce que imaginez qu'il y a un délestage pendant une journée, tous les gens qui ne peuvent pas avoir accès à leur outil de travail, c'est un manque à gagner pour l'économie nationale, tant dans la production que dans la consommation. C'est pour cela il y a quelque chose d'essentiel qui a été dit ici. Gérer, c'est prévoir. Mais aussi, à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. C'est ce que Bertrand Russell a dit. Nous devons nous assurer que l'énergie est accessible à tous. Et je pense que des dispositions avaient été prises en fin de l'année dernière, mais malheureusement, le financement n'a pas suivi. Parce que le ministère de l'Énergie a en charge la politique énergétique du Mali, et nous avons même une politique et une stratégie en matière énergétique, avec un mix énergétique. Ça veut dire que si on prend aussi la production d'énergie, ce n'est pas l'électricité seulement. L'électricité, vous avez 80% qui est basé sur les fossiles et à peu près 20% d'hydroélectricité. Donc, mais c'est l'hydroélectricité qui coûte le moins cher. Mais ça prend du temps pour faire un barrage. Et puis, comme il le dit, comme M. Sissoko vient de le dire, le changement climatique affecte beaucoup ces infrastructures-là. Mais aussi, le réseau de distribution coûte excessivement cher. En zone rurale, c'est pour cela, à l'époque, la Banque mondiale avait approché le gouvernement du Mali pour créer l'Agence malienne de développement de l'électrification rurale, AMADER. Il y a très peu de gens qui ont accès à l'énergie pour pouvoir conserver, produire aussi, et ça pose énormément de problèmes. Si vous savez aussi qu'il y a environ 75% de notre population qui se trouve dans les zones rurales. Donc en fait, ce sont les villes qui sont subventionnées quand l'État donne de l'argent pour l'énergie du Mali, mais les zones rurales ne sont pas subventionnées, alors que ce sont elles les zones de production. Et si vous prenez notre produit intérieur brut, c'est-à-dire notre richesse nationale, 40% vient du secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, la pêche, la cueillette, etc. Le secteur primaire, c'est 40% de notre PIB. Et l'énergie, je veux dire l'industrie, le secteur secondaire constitue 20%. Mais nous faisons très peu de transformation de nos produits primaires.
Et ça, en partie à cause du manque d'accès à l'énergie. Je cite souvent le cas des femmes à l'Office du Niger, ou même des gens qui produisent du lait, mais qui n'arrivent pas à les conserver. À l'Office du Niger, les femmes produisent beaucoup de tomates, mais qu'elles ne peuvent pas conserver au-delà de 24 heures parce qu'elles n'arrivent pas à les conserver. Donc on peut citer beaucoup d'exemples dans ce genre-là. Tout cela, c'est du manque à gagner pour l'énergie. Et si vous voulez créer de l'emploi, améliorer le niveau de vie des populations et faire en sorte que ces populations obtiennent des revenus, vous devez leur assurer au moins cette sécurité énergétique. C'est un minimum. D'accord. Abdulwahab Diakité, qu'est-ce que ça coûte aux citoyens lambda sur tous ces délestages? En fait, oui, comme l'a dit tout de suite Dr Makalou, en fait, c'est l'arrêt carrément de la production. Vous voyez, aujourd'hui, au niveau des boutiques d'approvisionnement, c'est des produits généralement avariés que les consommateurs ont accès. Pourquoi? À cause du délestage. Donc ça coûte énormément aux consommateurs, sur le plan sanitaire et sur tous les plans, économiques et sanitaires. Donc réellement, ça ne va pas du tout. Bon, et comme l'a dit le docteur, le gouverneur sait prévoir, mais malheureusement, nous le disons toujours. Parce qu'on ne peut pas, en tout cas, satisfaire les besoins des consommateurs sans prévision. Alors c'est quoi réellement le problème? Est-ce un problème de ressources humaines, de ressources financières, ou est-ce un problème tout simplement de politique? C'est un problème de politique. Vous voyez, quand je dis toujours, je vais encore répéter que l'histoire se répète au Mali. C'était en 1998, il y a eu un grand délestage. Donc l'ASCOMA avait juste 7 ans. Systématiquement, nous avons eu à faire une rencontre, une visite des installations de l'EDM. Mais quelle ne fut notre surprise? Les équipements que l'EDM utilisait en son temps, des usines déjà qui fabriquaient ces équipements étaient fermées depuis. Donc, suite à cette visite, nous avons fait également préparer un document pour le président de la République. Et pour la mise en œuvre de ce document, le Premier ministre d'alors, qui est actuellement le président de la République, c'est lui-même qui a fait également une visite des installations. Et suite à cette visite, il a même présenté des excuses au peuple malien et il a déboursé près d'1 milliard. Et je ne peux pas comprendre que celui-là maintenant soit le président de la République et qu'on ait les mêmes problèmes. C'est que réellement ça ne va pas. Donc je ne peux pas comprendre. C'est juste un problème d'homme. Bon, quand vous partez également, il l'a dit tout de suite, docteur, l'EDM. L'EDM se trouve dans la même situation que les hôpitaux, les structures sanitaires du Mali. On leur confie des missions, mais malheureusement, on ne met pas à leur disposition des moyens nécessaires pour atteindre leur objectif. Donc, et c'est ce qui explique leur absence ici, aussi bien que l'absence de l'État. On a toujours parlé du programme d'urgence en laissant l'essentiel. Il faut investir. Je le dis, le caractère incomplaisant de l'économie, c'est quoi? Au niveau de l'électrification, ça c'est l'investissement. Et l'investissement, la durée, c'est-à-dire la durée moyenne, c'est les 5 ans, 7 ans pour faire un investissement, carrément. Mais chaque jour, c'est-à-dire à la télé, des discours populistes, et on a l'impression que réellement qu'il n'y a pas de problème. Il faut investir. Tant qu'on ne va pas investir, c'est sûr que le problème va toujours demeurer. D'accord. Aujourd'hui, il semblerait également que EDM est dans des difficultés par rapport à des dettes qui ne sont pas payées. Par exemple, l'État qui ne paierait pas ses factures. Est-ce le cas? Oui, mais là, vous parlez même de la viabilité financière de l'entreprise. Écoutez, c'est une entreprise commerciale, en même temps, c'est une entreprise de service public. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a une tranche sociale. Et je pense que les normes internationales mettent à 30 kWh par mois pour les besoins de subsistance. C'est ça, les normes internationales. Mais pour avoir accès à l'électricité, les coûts de branchement, ça compte, c'est cher. Un minimum au Mali, il faut parler de 100 000. C'est plus que le salaire minimum. Et ensuite, il y a le coût de l'électricité, les tarifs de l'électricité lui-même.
Parce que tout le monde n'est pas à la même enseigne. Il y a des bons payeurs, il y a des moins bons payeurs, et puis il y a des mauvais payeurs. Mais en fait, la viabilité financière dépend d'un certain nombre aussi de variables exogènes qui ne sont pas tout à fait maîtrisables. Nous pouvons parler du cours du pétrole, parce que je pense que 80% du mix énergétique, en tout cas de la production d'énergie, dépend des intrants fossiles, c'est-à-dire le DDO, le gasoil, etc. Donc, dépendant des cours du pétrole, si le pétrole monte, la facture monte, si le pétrole baisse, ce n'est pas toujours automatique. Et pour les autres pays, bon, nous ne sommes pas concernés par cela, les devises. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des pays en Afrique aujourd'hui qui sont dans le noir total, parce qu'ils n'ont pas de réserves de change, ils n'ont pas de devises pour s'approvisionner en carburant. Et nous n'avons pas ce problème parce que nous avons le franc CFA pour le moment. Et finalement, nous avons les précipitations. Je pense que M. Sissoko peut nous en parler. Et donc, les barrages doivent être approvisionnés en eau. Souvent, on attribue les délestages aux barrages, mais je pense que ces derniers temps, ce n'est pas cela la raison. Le déficit, en tout cas, d'après mes informations, en ce moment, c'est le déficit de production d'énergie. Et il faut qu'Énergie du Mali se conduise comme une véritable entreprise, avec une gouvernance aux normes. C'est-à-dire un conseil d'administration qui donne des orientations à une direction qui exécute ces orientations sur la base d'objectifs et de résultats à atteindre. Qu'on arrête de politiser une structure névralgique, stratégique comme Énergie du Mali. C'est important. Le président Macky Sall, qui a déjà d'ailleurs été ministre de l'énergie du Sénégal, nous avons inauguré, avec le président Wade, Oultaya et ATT, Manantali, et Macky Sall était le ministre de l'énergie. Il a doublé en 5 ans la production du Sénégal en énergie. Parce qu'il a mis quelqu'un de confiance, de compétent, qui a travaillé pendant 4 ans et il a doublé la production d'électricité du Sénégal. Qu'est-ce que nous voyons au Mali? Tous les 6 mois, chaque année, on change de directeur. Il vient avec son équipe, il met un plan en place, après, paf, on l'enlève, on ne sait pas pour quelle raison, etc., etc. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut que la gouvernance soit améliorée pour la gestion de ce genre d'entreprise. Qu'on leur assigne des objectifs et qu'on laisse les techniciens travailler, et que sur la base des résultats, qu'on les juge. Mais s'il y a des ingérences dans ce genre de structure, ça peut affecter, et ça affecte toutes nos personnes. Mais au-delà de tout cela, je veux dire que si vous prenez... L'Afrique a un grand défi à relever au niveau de l'électricité. Nous consommons 20% de la moyenne mondiale d'électricité. Et cela n'est pas normal, c'est scandaleux. Donc nous devons tout faire pour sortir de cette situation. Vous allez prendre l'Asie du Sud-Est, ils sont à 97% de taux d'électrification. L'Amérique latine, 98% de taux d'électrification. Nous sommes à 43%, toute l'Afrique. Et dans ces 43%, vous allez prendre l'Afrique du Sud, elle seule produit près de 37% de la production totale de toute l'Afrique. Et l'Afrique, qui fait 1,250 milliard d'habitants, produit autant que l'Allemagne, qui fait 83 millions d'habitants d'électricité. C'est scandaleux. Et sans énergie, l'Afrique ne va jamais se développer. On ne va jamais transformer nos énergies, on ne va jamais transformer nos produits. On va continuer à exporter des produits bruts à l'extérieur et on ne va jamais créer des emplois dans nos pays et on ne va jamais augmenter les revenus de nos populations. D'accord. Monsieur Sissoko, est-ce que le problème de pluviométrie est également une des causes qu'on doit prendre en compte quand on parle d'énergie, d'accès à l'énergie au Mali? Effectivement, puisque au Mali ici, la plupart de nos énergies viennent des barrages. Voilà. Donc si les cours d'eau tarifient vite, donc ce qui impacte sur la production d'énergie. Donc comme on peut voir, on avait remarqué l'année passée, on a eu un fort taux de pluie et de précipitations, mais subitement on a vu le tarissement du barrage et de nos cours d'eau. Donc, et la plupart de nos cours d'eau aussi, le fleuve, si nous prenons le fleuve Niger, voilà, et ils prennent leur source en Guinée.
Donc, et à ce niveau, s'il n'y a pas eu assez d'eau à ce niveau, donc ce qui contribue au tarissement aussi du fleuve. Donc, la précipitation compte beaucoup sur la production d'énergie. D'accord. Est-ce qu'il y a une collaboration entre Mali Météo et EDM également pour pouvoir prévoir ces données météorologiques? Et bon, pour le dire ça, je ne sais pas trop. D'accord. Il se peut qu'il y ait des collaborations que je ne sois pas au courant. Donc, voilà. D'accord. Aujourd'hui, Monsieur Diakité, vous avez parlé de l'Amader. Ces services Amader, CRES, à quoi ils servent réellement? Bon, déjà, c'est toujours le problème de vision. Quand on a créé le Centre régional d'énergie solaire ici, c'était compte tenu des potentialités du Mali. Mais malheureusement, le Mali n'a rien bénéficié. Aujourd'hui, normalement, le solaire devait être vulgarisé au Mali. Et on aurait dû avoir beaucoup de centrales solaires au Mali. Mais malheureusement, rien. Juste pour faire les petites cuisines, rien. Bon, maintenant, quant à l'Amader, effectivement, au départ, je n'étais pas d'accord. Ou bien nous n'étions pas d'accord. Pourquoi? Parce que nous disons tout simplement que à travers le groupe électrogène, on ne peut pas réellement satisfaire les besoins des populations. Ce n'était pas possible. Du fait que s'il faut importer les hydrocarbures, maintenant produire le courant, ce courant ne peut pas être accessible aux populations. Heureusement qu'actuellement, il y a un changement de politique parce qu'ils sont en train maintenant de faire des stations hybrides, solaires et groupe électrogène, ce qui réellement, dans l'avenir, pourrait prendre en charge les préoccupations de nos populations. Mais au-delà je voudrais encore revenir sur le problème de gouvernance au niveau de l'EDM, parce que je comprends bien, docteur Makalou, quand on atteint, c'est-à-dire on occupe un certain poste, on est effectivement astreint au droit de réserve. Et je le comprends très bien. Mais moi, nous sommes, au niveau de la société civile, nous n'avons pas de droit de réserve. Voilà, donc je le comprends très bien. Tout le problème de l'EDM, c'est un problème de gouvernance. Vous savez, quand il parlait d'instabilité des directeurs, en fait, l'EDM vient de perdre un des meilleurs directeurs de toute la vie, quoi, de 60 ans nos jours. Il s'agit de M. Diarra. Un des meilleurs cadres de ce pays. Un des meilleurs cadres de ce pays. Mais pourquoi? Il a démissionné parce que tout simplement, il n'était pas prêt à accepter l'ingérence de son ministre. C'est tout. Un très bon cadre qui pouvait effectivement apporter beaucoup au problème de l'électrification de ce pays. Mais malheureusement, avec la politique, il est parti. Donc son départ n'est pas dû à un problème de compétence, mais à un problème personnel. Non. Voilà, c'est l'un des meilleurs, ça dit quoi, l'un des meilleurs cadres du Mali, intègre, un but du Mali et qui n'a pour objectif que le Mali. Mais imaginez un peu, quand un ministre vient... Mais quand il était à la tête de EDM, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé par rapport à l'accès à l'électricité? Non, quand il est venu, il a fait combien de mois d'abord? Ça fait comme 3 mois. Il n'a fait que 3 mois. Il était en train d'abord de voir. Il était en train d'abord de voir. Et il n'est pas quelqu'un qui vient pendant 3 mois. Et l'EDM a existé depuis combien d'années? Donc, il était en train de voir, de mettre sur place une stratégie. Et cette stratégie prenait en compte les aspirations fortes du peuple malien. Mais malheureusement, elle ne prenait pas en compte les aspirations du politique. C'est ça. Et quand on a su cela, systématiquement, le ministre s'est autoproclamé président du conseil d'administration, en violation de tous les textes de la République. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre qui peut être aussi compétent pour occuper ce poste pour qu'un ministre... Non, les textes sont assez clairs. Ce sont les administrateurs qui élisent en leur sein le PCA. Lui, en tant que cadre honnête, intègre, il dit non. Je préfère m'en aller que de rester dans cette position. Voilà.
Et lui, il est parti et les autres administrateurs ont accepté que le ministre... Mais c'est la politisation. Ce sont leurs amis qui sont les administrateurs. Donc, ils ont voulu garder leur poste. Ils ont voulu carrément. Voilà, est-ce normal cette situation, M. Makalou? Non, c'est... Qu'on nomme des gens pas pour les compétences, mais pour se faire plaisir. C'est anticonstitutionnel. Au niveau de la gouvernance, le texte ne le permet pas au niveau de notre constitution. Parce que quand vous êtes administrateur, mais ça se fait au Mali. Ça me surprend, ça se fait, mais ce n'est pas normal. Parce que quand vous êtes administrateur, d'abord EDM, c'est une société maintenant 100% étatique. Donc c'est l'État qui désigne les administrateurs. Et les administrateurs désignent leur président. Donc ils donnent des orientations à la direction qui doit les exécuter et leur rendre compte. Mais maintenant, c'est le ministère qui définit la politique de l'État en matière énergétique. C'est le ministre qui, avec ses collaborateurs, définit cette politique. Si le ministre se retrouve au conseil d'administration, ça pose problème. Il va être juge et partie. Secondo, il y a un autre problème. Les administrateurs, ils sont pénalement responsables, aussi responsables que le directeur général. Ça veut dire qu'on peut les poursuivre pénalement. Est-ce qu'il est possible de poursuivre un ministre de la République dans l'exercice de ses fonctions? Non. Donc il y a ce problème. Mais pour revenir un peu sur... et par rapport à M. Diarra que je connais, j'agrée tout à fait ce que M. Berthet... Diakité. Je ne sais pas pourquoi on fait de vous M. Berthet. Donc, oui, moi je l'ai connu à la BCAO en 1989, brillant, intègre, un homme de chiffres, très compétent, et qui avait commencé à trouver un début de solution, y compris le problème de financement. Bon, je pense que ça a dû aiguiser les appétits quelque part. Mais pour revenir à la Madère, quand j'occupais des fonctions au niveau de l'État, j'ai été associé à la création, à ce dossier. La Madère, c'est un peu incompris. Parce que vous savez, comme je viens de dire, que 70% de l'électricité, de l'énergie est disponible dans les zones urbaines. 30% alors, est disponible dans les zones rurales, alors que nous avons 75% de la population qui vit dans les zones rurales. Donc vous voyez le déséquilibre. La Banque mondiale nous avait approchés. Quand nous avons approché, nous n'avons pas échangé avec la Banque mondiale sur ce sujet. Ils venaient juste de commencer ce programme. Et c'était une sorte de partenariat public-privé. Il s'agissait de voir les zones rurales où les populations étaient prêtes à payer l'électricité produite par un producteur privé. Donc la production devait être définie par le producteur. Mais on devait s'assurer aussi que la production était faite à un coût abordable et des tarifs abordables aussi pour le consommateur. Et c'est ce rôle qui n'a pas toujours été joué par l'État dans cela, parce qu'on devait s'assurer de cela. Mais les gens ont pris des sociétés, ils les ont installées un peu partout, ils ont produit n'importe comment, et la production n'était pas tout à fait constante, stable, et les prix n'étaient pas toujours aussi abordables. Sinon, ça a été dévoyé. Sinon, l'origine, c'était de s'assurer, par exemple, quand vous allez, j'ai visité une zone cotonnière qui s'appelle le Conseguela, on a été, mais les producteurs de coton étaient prêts, de l'énergie, ils étaient prêts à payer. Et avec les énergies renouvelables, et dans la zone du fleuve aussi, il y a certaines zones où les gens ont des disponibilités et sont prêts à payer cette énergie-là. Pour améliorer leur niveau de vie et puis améliorer la production, etc. etc. Une des solutions, c'est d'exploiter, par exemple, le soleil, l'air et l'eau. Aujourd'hui, est-ce que le Mali a les capacités de le faire? Ça, c'est vraiment un scandale. En 1973, a été créé au Mali ce qu'on appelle la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça a été créé à Bamako, ici. Et dans le processus de spécialisation, on a attribué à notre pays le Centre régional d'énergie solaire, le CRES, sur la colline de Badlabou, parce qu'à cause de notre potentiel en énergie solaire. Secondo, on nous a attribué l'école supérieure d'industrie textile, ECITEX, à Ségou, parce que nous sommes un gros producteur de coton et le plus grand producteur de coton, en l'occurrence maintenant. Mais qu'est-ce qu'on a fait de tout cela aujourd'hui? Qu'est-ce que l'ECITEX est venu? C'est-à-dire, c'est le manque de continuité, parce que à l'époque, les gens avaient eu une vision dans ce sens,
de développer ces secteurs qui étaient porteurs pour notre pays. Mais il n'y a pas de continuité au niveau de l'État. La politique étatique, l'État n'est pas une continuité. Et ça pose beaucoup de dommages à notre pays. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui entreprennent des choses très intéressantes, mais après, il n'y a pas de mémoire institutionnelle. Et tout cela, c'est une question de gouvernance. C'est encore une question de gouvernance. Comment les institutions sont faites et sur la base des compétences, quelles sont les compétences aussi, quels sont les profils, etc. Et ça nous pose beaucoup de tort. Parce que là, actuellement, vous avez entendu parler du projet Desertec, qui est un projet qui a été initié par l'Allemagne pour utiliser le Sahara pour approvisionner toute l'Europe en énergie, avec l'électricité solaire. Aujourd'hui, au Chili, qui produisent de l'électricité solaire, de l'énergie renouvelable de l'électricité solaire, et les coûts de production sont négatifs. Ça veut dire... Juste pour mieux comprendre, donc ils vont venir au Sahara, chez nous, exploiter nos ressources à leur profit, et nous, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vous intéresse? Alors là... Alors que vous... Je suis en train de dire que l'Allemagne produit autant que toute l'Afrique réunie. Les 83 millions d'Allemands produisent autant d'électricité que les 1,250 milliard d'Africains. Et si vous prenez notre part en tant qu'Africains, l'Afrique du Sud, elle seule est responsable de 36% de cette production. Si vous enlevez l'Afrique du Sud, ça va baisser. Et il n'y a que des pays comme l'Algérie, le Maroc qui sont électrifiés à 100%. Le Mali est dans la médiane, mais il y a des pays comme la RD Congo qui a un potentiel. Le RD Congo, le Grand Inga, ça fait 44 000 mégawatts. Peut prendre toute l'Afrique en charge. Mais vous voyez, ce pays est déstabilisé. La République démocratique du Congo seule peut électrifier l'Afrique d'est en ouest, de nord au sud. Encore faut-il qu'elle retrouve la stabilité. D'accord, ça doit être de l'extrême gentillesse de produire, offrir aux autres, alors que nous-mêmes, on n'en bénéficie pas, M. Diakité. Non, mais M. Touré, les gens vont dire que non, je suis un peu extrémiste, mais en fait, tout dépend de la vision. Tout part de la vision. Quand on n'a pas de vision pour le pays, c'est regrettable. C'est tout. Et également, comme le docteur le disait tout de suite, la non-continuité dans la pratique de l'État. Chez nous, c'est au Mali seulement où, quand un régime parle, c'est l'État même qui disparaît. À chaque régime correspond à un État. Voilà le problème du Mali. Sinon, il y a lieu ici également de dire que le président Amadou Toumani Touré avait commencé à poser des actions dans le cadre de l'accès à l'électricité, aussi bien que dans le cadre des hydrocarbures. Mais malheureusement, que depuis qu'il est parti, c'est fini. On ne le dit pas. Et quand je parlais du fameux accord de Paris là, qui a consacré la privatisation de l'EM, les Français sont venus nous lier les mains et les pieds ici. C'est grâce au président Amadou qui a mis fin à cette chose, en tout cas à cet esclavage-là, en dénonçant carrément les clauses. Pourtant, on le dit. Si nos mains sont liées, nos ressources ne nous appartiennent pas. Sommes-nous réellement indépendants? Qui parle, c'est-à-dire, tu peux parler d'indépendance quand tu as une vision. Aujourd'hui, les bons cadres du Mali sont laissés pour compte. C'est uniquement à travers la politique qu'on essaie de voir, de répertorier les cadres. Et tout le monde ne fait pas de la politique. Maintenant, tous ceux qui ne font pas de la politique sont déjà exclus du schéma. Et vous voulez effectivement que ce pays-là se développe. Non, quand même. Cela ne peut pas se faire. D'accord. Sur ce dossier particulier, j'étais étroitement associé à ce dossier qui nous a donné quelques nuits blanches. Effectivement, le président Amadou Toumani Touré avait accordé énormément d'importance avec son ministre Ahmed Diané Séméga à l'accès à l'électricité. Parce que quand il venait aux affaires en 2002, le taux d'accès à l'électricité était de 8% en 2002. Et quand il quittait les affaires en 2012, c'était en 24%. Donc il avait multiplié par 3 l'accès à l'électricité.
mais aussi la subvention. Et aujourd'hui, nous sommes à 35%. 35%, d'accord. Mais il avait accordé, contre vents et marées, contre la Banque mondiale, contre tout le monde, une subvention de 20 milliards chaque année. Dans le dernier budget 2019, je vois une subvention de 42 milliards. Donc avec 20 milliards, on arrivait quand même à cerner les problèmes. Il y avait plus de stabilité au niveau d'EDM. Et le président lui-même, il suivait très étroitement ce qui se passait à EDM. Et comme M. Diakité vient de le dire, il a pris des coups personnels, parce que le président Chirac, qui était président de France à l'époque, l'appelait à cause d'une entreprise française qui était là, qui gérait EDM et qui n'arrivait pas à faire les investissements et qui refusait de faire les investissements conformément à l'accord qui avait été signé avec le gouvernement du Mali. Nous subissions de la pression politique. Nicolas Sarkozy, à l'époque, était ministre des Finances. Il appelait notre ministre des Finances. Raffarin appelait notre Premier ministre. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Le président Tété a été obligé de dédommager cette entreprise française pour qu'elle sorte de ce contrat. Et c'est une équipe malienne qui a repris les rênes. Et je pense que les choses se passaient assez bien jusqu'en 2012. D'accord. Monsieur Sissoko, par rapport à la chaleur, est-ce que le reboisement est aujourd'hui une solution pour qu'il y ait moins de chaleur au Mali ? Le reboisement, oui, ça peut aider, mais ce n'est pas suffisant. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faudra voir dans nos habitudes, voilà, notamment l'utilisation de l'électricité, voilà, les transports en commun, donc, et réduire, et puis surtout les déchets aussi, voilà, donc. D'accord, donc lutter contre la pollution est la principale solution pour qu'il y ait moins de chaleur au Mali et dans le monde entier. Dans le monde entier, bon, ce qu'on peut dire, c'est on peut procéder au reboisement, oui, on peut aussi améliorer nos habitudes, voilà, au lieu de que chacun ait son propre véhicule, voilà, donc adopter les véhicules en commun, voilà, les transports en commun. Marcher plus souvent, voilà, faire de la bicyclette. Effectivement. D'accord, on va tous devenir des écologistes. Alors, Monsieur Diakité, aujourd'hui, par rapport à l'accès à l'électricité, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Ce qu'il faut aujourd'hui, que nos plus hautes autorités reviennent sur terre en tenant un discours franc avec la population. Ça, nous avons demandé de faire carrément une déclaration à la nation. Convier, en tout cas, les débats généraux par rapport à l'accès à l'électricité et à la suite de cela, faire un plan et donner un temps à la population pour mettre fin au délestage. On ne peut pas se leurrer, il ne faut pas se leurrer. Pas d'accès à l'électricité sans investissement. Pas les discours creux. Les discours creux également ne peuvent pas faire en sorte que les populations aient accès à l'électricité, c'est tout. Voilà. Alors, si l'État n'arrive pas à y faire face, faut-il transférer la gestion d'EDM au secteur privé local? Mais on avait déjà essayé avec le secteur privé international. Et vous savez, le groupe Agacan était actionnaire à 40% jusqu'à récemment, jusqu'au mois de juillet dernier, si j'ai bonne mémoire. Et c'était un des résultats de la délégation globale de gestion qui faisait que de sorte qu'on transférait la gestion à une entité privée. Mais si les contrats ne sont pas respectés, ce ne serait pas la solution. Non, moi je pense que EDM regorge de cadres de grande valeur. Le ministère regorge de cadres de grande valeur. Vous avez une direction de l'énergie là-bas, vous avez des gens très compétents, vous avez la commission de régulation de l'eau et de l'électricité, il y a des gens très compétents. Mais il faut une volonté politique affirmée, pas dans les textes, mais dans les faits et gestes quotidiens, pour que l'énergie soit une priorité. Mais aussi, il faut faire en sorte qu'on maîtrise les coûts d'énergie. Et cela doit se faire sur la base de la composition du mix énergétique, diminuer
les énergies fossiles et aller plus vers les énergies renouvelables. Et finalement, il faut aller vers les normes internationales sur ce qu'on appelle l'efficacité opérationnelle. Ce qui est une norme internationale, c'est-à-dire qu'il faut réduire à 10% de l'électricité dispatchée l'ensemble des pertes associées au transport, à la distribution, mais aussi au recouvrement des factures. Quand vous réduisez tout cela à 10% de la production, vous pouvez quand même avoir une marge de manœuvre qui vous permet d'avoir une viabilité financière de la société. D'accord. Merci, Dr Modibo Maoumakalou, économiste, ancien conseiller aux affaires économiques à la présidence de la République du Mali, Abdul-Wahab Diakité de l'association des consommateurs Ascoma et Phili Sissoko, prévisionniste à Mali Météo. À la mise en onde de cette émission, Salim Diouara, régie vidéo assurée par Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.